Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à Mediapart si vous nous rejoignez maintenant. À Mediapart, ce journal numérique, indépendant, participatif. À quoi ça sert un journal? À quoi ça sert des journalistes? À vous apporter des faits, des informations, des vérités factuelles d'intérêt public pour que vous soyez libres et autonomes. Que vous soyez des citoyens, des citoyennes, acteurs de vos propres vies. Dire cela, c'est essayer de respecter cet appel que lançait un journaliste américain devenu sociologue au début de la véritable invention d'un journalisme démocratique. Il s'appelait Robert Ezra Park, il était de Chicago. Et il disait ceci: « Un journaliste en possession de faits est un réformateur plus efficace qu'un éditorialiste qui se contente de tonitruer en chair, aussi éloquent soit-il. » Si je rappelle tout cela, c'est pour en venir à notre actualité, ce qui est le cœur de notre défi depuis que nous avons lancé Mediapart, défi que nous partageons, vous allez le voir, avec beaucoup de confrères et de consoeurs. Mettre en haut de l'agenda des questions qui sont enfouies, qui sont cachées, qui sont étouffées. Apporter ces faits, ces informations qui vont obliger à des réformes, qui vont obliger à soulever tout ce qui écrase, tout ce qui empêche, tout ce qui crée du silence. C'est ce que nous avons fait dans le passé sur l'évasion, la fraude fiscale, les ventes d'armes, le financement des partis politiques, la corruption en général. Et nous avons vu à chaque fois combien cela dérangeait justement le monde qui tonitruit en chair, qui demande des preuves, qui ne veut pas regarder ce qu'il a sous les yeux. Mais au bout du compte, cela oblige à des réformes. On l'a vu sur l'évasion et la fraude fiscale. Cela oblige à des prises de conscience. Cela oblige à des actions. Eh bien, c'est ce qui est en jeu ce soir. Il y a près d'un an, Lénaïque Bredou, journaliste à Mediapart, a appris qu'il y avait des faits de harcèlement, voire d'agression sexuelle, qui impliquaient un parlementaire, vice-président de l'Assemblée nationale, député de Paris, élu élevé, écologiste, Denis Baupin. Elle a été rejointe dans sa quête par un autre journaliste de la rédaction de France Inter, Cyril Graziani, qui a pris en chemin parce qu'il a appris qu'il y avait cette enquête à Mediapart et lui-même avait des informations. Et dans un réflexe d'immense confraternité et non pas de concurrence, ils ont uni leurs forces, Mediapart, France Inter, pour publier les informations que vous savez, mais surtout pour, pendant des mois, et vous allez le découvrir avec les témoins concernés, avec ce courage qu'ont eu ces femmes pour vaincre tous les interdits, tout ce qui enjoignait à l'omerta, les solidarités politiques, les amitiés, les carrières. Et c'est cela qui est en jeu dans cette enquête, dans les faits qui ont été révélés. Cette enquête, je l'ai dit, a été publiée lundi dernier sur Mediapart, en même temps qu'elle était entendue sur France Inter. Et c'est comme ça que le hasard fait bien les choses. Car à partir de ce soir, les lives mensuels et parfois plus fréquents que cela de Mediapart vont être présentés par une consoeur qui travaille aussi à France Inter, une journaliste qui a longtemps présenté les journaux du week-end à iTélé, puis les journaux de Arte, la chaîne franco-allemande. Je souhaite la bienvenue avec un grand sourire confraternel à Leïla Kadour Boudadi qui nous rejoint. À toi, Leïla. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Edoui Plenel pour ces mots confraternels, cœur avec les doigts. Je suis ravie d'être des vôtres. Je suis honorée d'être des vôtres ce soir pour cette soirée Mediapart Live. Une soirée, un grand débat consacré, comme l'a dit Edoui Plenel, aux agressions et harcèlements sexuels.
Pourquoi ce grand débat? Puisqu'il intervient en effet après l'enquête dévoilée par nos deux confrères que je présenterai dans un instant, en lien avec les agissements présumés de Denis Baupin. Vous l'avez remarqué, je prends des précautions linguistiques pour évoquer cette affaire, tant que la justice n'a pas statué. Sachez en tout cas que jusqu'à minuit, le site de Mediapart est en accès libre, les articles de la rédaction, les archives également. Et comme l'a évoqué Edoui Plenel, si vous souhaitez soutenir Mediapart, si vous voulez soutenir ce travail d'investigation, si vous voulez aussi soutenir l'existence même de ce média qui participe à la pluralité du paysage médiatique français, une seule chose à faire, c'est vous abonner. Il vous en coûtera 11 € pour 3 mois d'abonnement. Voilà pour le petit message de soutien à Mediapart. Avant de commencer le menu de cette soirée, le programme, il y aura 3 débats. Dans un premier temps, nous allons revenir sur la genèse de cette enquête ainsi que son contenu. Nous nous intéresserons ensuite à l'omerta qui semble régner dans le monde politique. Et enfin, nous allons élargir notre propos au monde de l'entreprise et au monde de l'université où malheureusement le harcèlement sexuel est aussi présent. Pour ce premier plateau consacré à la genèse de l'enquête, à son contenu et à ses témoignages, autour de moi, sur ce plateau, Sandrine Rousseau. Bonsoir Sandrine Rousseau. Bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et vous êtes l'une des 8 femmes qui a témoigné dans cette enquête contre Denis Baupin, l'accusant d'agression et d'harcèlement sexuel. À vos côtés, Isabelle Attard. Bonsoir Isabelle Attard. Bonsoir. Vous êtes députée du Calvados et vous aussi, vous faites partie de ces 8 femmes qui ont accepté de témoigner, accusant Denis Baupin d'harcèlement sexuel également. Marilyn Baldec. Bonsoir Marilyn, vous êtes la déléguée générale de l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Et vous avez soutenu de nombreuses affaires en lien avec des accusations liées à du harcèlement sexuel récemment. Et vous retrouvez ce papier gratuitement sur le site de Mediapart, Le maire et la lingère, procès d'une agression sexuelle en Bourgogne, où vous êtes portée partie civile pour Leïla R, qui était une lingère dans cette commune, dans cette mairie, qui accuse le maire d'harcèlement, une affaire qui fait écho bien entendu à l'affaire Baupin, cette fois-ci à l'échelle d'une commune. Et mes deux confrères ici présents, Cyril Graziani, je commence par vous, journaliste au service politique de France Inter, ainsi que Lénaïque Bredou, journaliste politique ici à Mediapart et co-signataire de la tribune des femmes journalistes politiques parue dans le journal Libération. C'était l'année dernière, le 4 mai plus précisément. Nous, femmes journalistes politiques et victimes de sexisme, vous êtes donc tous les deux les auteurs de cette enquête qui nous réunit ce soir. Merci en tout cas à tous les 5 d'être là. Nous allons revenir dans un premier temps sur l'enquête en tant que telle et ses coulisses. J'aimerais commencer, mesdames, par vous donner la parole à toutes les deux. J'aimerais que vous donniez à entendre aux internautes qui nous suivent ce soir votre témoignage, parce que nos internautes n'ont peut-être pas eu l'occasion de s'informer de façon complète depuis lundi, moment où est sortie l'enquête à la matinale de France Inter et sur le site de Mediapart. J'aimerais commencer avec vous, Sandrine Rousseau, si vous le voulez bien. Les faits que vous reprochez à Denis Baupin, vous concernant, remontent à octobre 2011. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement ce qui s'est passé ? En octobre 2011, on préparait le programme pour les législatives qui s'appelait Vivre mieux à l'époque, et on avait fait une grande réunion avec énormément de militants. Enfin, quand je dis énormément, je ne sais plus combien de personnes il y avait, mais enfin, à mon avis, il y avait 150 voire 250 personnes dans la salle. Et j'animais cette réunion avec d'autres pour faire ce programme. Et à un moment donné, dans la journée, je crois que c'était dans l'après-midi, je m'arrête pour faire une pause, pour aller aux toilettes. Et sur le chemin des toilettes dans le couloir qui longeait la salle, Denis Baupin me plaque contre le mur en me prenant par la poitrine et cherche à m'embrasser de force. Et ensuite, vous réintégrez la salle. Ensuite, c'est... Parce que ensuite, là, commence le plus dur. Votre réaction sur le moment, déjà... je repousse violemment, je suis sidérée, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends même pas que ça puisse se passer, et je retourne à la tribune, et en plus, je dois réanimer immédiatement cette réunion, donc je suis dans une situation... et j'en parle très vite à la personne qui est à côté de moi, en lui disant « je ne comprends pas ce qui vient de se passer ».
Donc vous racontez, c'était apparemment un membre de la direction du parti de l'époque. Et sa réaction, quelle est-elle? Ah non, il a recommencé. Ah non, il a recommencé, donc ce n'était pas une première pour Denis Baupin. Isabelle Attard, je vais vous demander de vous plier au même exercice si vous le voulez bien. En fait, moi, je n'étais en 2012, enfin en 2011, on va dire, qu'une simple adhérente d'Europe Écologie Les Verts de province, si je peux me présenter ainsi. Ne connaissant pas Denis Baupin, ni de près finalement, ni de loin, si un peu de loin par évidemment ce qu'il écrivait en tant que spécialiste des questions d'énergie et du nucléaire au sein du parti. Et je découvre dès finalement l'élection en juin 2012 le côté très harceleur, c'est-à-dire des SMS qui commencent. Et je sais que dès finalement la fin juillet 2012, donc vous voyez, ça fait 1 mois et demi après l'élection, je commence à en avoir tellement marre que je demande à ma propre équipe, mais comment je fais ? Comment est-ce que je fais pour m'en débarrasser ? Parce que là, ça devient impossible. Quand vous parlez de SMS, est-ce que vous pouvez préciser la Ouais, fréquence, le moment de l'envoi ? C'était quand on se retrouvait finalement le mardi à l'Assemblée, le mardi, mercredi, en général. Parfois d'autres moments, mais c'était principalement quand on se retrouvait à l'Assemblée. Et ça pouvait être 10, 12 par jour, et puis insistant. Donc comme je n'ai pas l'habitude de recevoir ce genre de messages... Pardon, mais quel était le contenu de ce genre de message ? C'était quand est-ce que j'aime bien quand... Enfin, celui qui m'a marqué le plus, c'était parce que ça m'a mis dans un embarras total. C'est j'aime bien quand tu croises tes jambes comme ça. Donc du coup, vous décroisez vos jambes et puis vous regardez si votre robe ne dépasse pas trop, forcément. Vous rectifiez votre décolleté et vous dites qu'est-ce que j'ai fait de mal. Ou bien des propositions pour devenir mon amant. Au milieu d'un repas de travail, par exemple. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on répond à ça ? Qu'est-ce que vous... Alors votre là, réaction, on devient... c'est le choc, comme pour Sandrine. C'est-à-dire déjà, on ne s'y attend pas, donc on n'a pas de phrase toute faite pour répondre. Et puis, on essaye de vite passer à autre chose. Et le fait de ne pas trouver finalement les phrases pour dire stop, parce qu'on dit stop, mais évidemment, visiblement, ce n'est pas compréhensible ou ce n'est pas entendu. On essaye de trouver d'autres moyens. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai contacté, j'ai fait appel à des collègues de l'Assemblée qui recevaient les mêmes SMS. Vous voyez, c'était industriel, puisqu'on recevait les mêmes en même temps. Sergio Coronado pourra témoigner, puisqu'il était assis également à côté de moi dans l'hémicycle, et il entendait les 2 portables vibrer en même temps, avec les mêmes SMS qui s'affichaient sur les écrans. Et un ras-le-bol complet, et surtout un gros problème professionnel, puisque je m'intéresse aux questions nucléaires, je m'intéresse aux questions énergétiques, j'ai besoin de pouvoir travailler avec lui, et je me suis finalement refusé cette possibilité. J'ai arrêté de m'intéresser à ces questions-là. Ça a entravé votre action ? Ça a complètement entravé, au point de refuser les plateaux télé ou les plateaux journalistiques sur la question du nucléaire, parce que je ne me sentais pas suffisamment compétente en la matière, parce que je n'avais pas pu profiter, on va dire avec de gros guillemets, des savoirs de Denis Baupin. Et vous en êtes ouverte, vous venez de nous l'expliquer, à des confrères et des consoeurs qui étaient en responsabilité au sein d'Europe Écologie Les Verts à l'époque ? Certains étaient au courant au niveau de mes collègues à l'Assemblée. Mon équipe était au courant. D'autres membres du parti qui j'en avais fait part dès les journées d'été. Donc c'était journées d'été, je me souviens, c'était à Marseille. Donc en 2013, je commençais à en avoir vraiment marre. C'est là où j'apprends qu'effectivement, je ne suis pas la seule et qu'il y en a beaucoup. Et surtout, je tiens à le préciser, où j'apprends que ça touche surtout les collaboratrices et des personnes qui sont à un niveau de subordonné par rapport à Denis Baupin, c'est-à-dire des personnes qui sont dans une situation de précarité au niveau professionnel et qui ne peuvent pas se permettre de quitter leur travail et qui subissent, en se taisant, la même chose, voire pire. Et est-ce qu'il y avait à l'époque une manière de le signaler de façon un peu officielle au sein du parti ? Au moment où je commence à dire ça suffit, finalement c'est au moment où je quitte le parti. Oui. Et c'est donc, ce qui a précipité votre départ du parti ? Non, ça n'a pas précipité. Disons que ça a modifié nos rapports. C'est-à-dire qu'en fait, il était au lieu d'envoyer des SMS salaces et graveleux et de proposer d'être mon amant, c'était une haine politique, et j'étais devenue quasiment son punching ball dans chaque réunion de groupe le mardi matin. Marilyn, merci. Marilyn Baldec, vous venez d'entendre le récit de Sandrine Rousseau et d'Isabelle Attard. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement sexuel ? Alors,
ça n'est pas ce que Sandrine Rousseau a décrit, parce qu'elle a décrit une agression sexuelle et c'est important de distinguer les deux. Comment on distingue ? Alors, les agressions sexuelles sont les attouchements sexuels sur certaines parties du corps. Donc, qui sont les baisers forcés font partie des agressions sexuelles, mais les attouchements de la poitrine, du sexe, des cuisses et des fesses sont considérés par le droit comme étant des agressions sexuelles quand elles sont commises sans l'autorisation de leur propriétaire. Et pas besoin de répétition non plus pour que on puisse décrire ça comme une agression sexuelle. Une fois suffit pour que ce soit caractérisé. Et le harcèlement sexuel, c'est un ensemble de manifestations, qu'elles soient verbales, non verbales ou physiques, des propos et des comportements qui sont connotés sexuellement, qui sont répétés au moins une fois, mais on n'a pas besoin qu'ils soient répétés au-delà d'une fois, et qui portent atteinte à la dignité, qui créent un environnement attentatoire à la dignité, qui sont hostile, humiliant, offensant. Et donc très concrètement, ça peut passer par des propos, par des propositions à caractère sexuel, mais aussi par des commentaires sur le physique, par des confidences sexuelles imposées, ça peut passer par du non-verbal, donc par de la pornographie imposée, par des mimiques à caractère sexuel, comme on a beaucoup, nous, dans nos dossiers, mais également par des attouchements, mais en dehors des 5 zones en fait, que j'ai citées précédemment. D'accord. Dans le harcèlement sexuel, on peut y mettre, par exemple, les massages imposés sur les épaules, le fait de passer la main dans les cheveux, de me faire du pied sous la table. Enfin voilà, à chaque fois que le corps est touché et qu'on n'est pas d'accord pour ça, c'est du harcèlement sexuel. Quand ces zones du corps sont celles que j'ai citées, ce sont des agressions sexuelles. Et ce délit est passible de quoi ? Que fait la loi une fois que les faits sont caractérisés et qualifiés comme tels ? Alors, la loi pénale sanctionne le harcèlement sexuel à hauteur de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Je pense que c'est aussi important de dire que il y a le délit pénal de harcèlement sexuel, et c'est important parce que le harcèlement sexuel, ça constitue véritablement un trouble à l'ordre public, et particulièrement aux femmes qui, je pense qu'il faut le rappeler, constituent cet ordre public. Mais il y a d'autres textes non pénaux qui répriment, qui sanctionnent le harcèlement sexuel. Le Code du travail interdit le harcèlement sexuel avec la même définition. Le droit administratif sanctionne aussi le harcèlement sexuel. Il y a une loi civile qui interdit tout agissement à connotation sexuelle non désirée, y compris à partir d'un acte unique d'ailleurs. Et donc du coup, il y a de multiples manières d'actionner le droit pour être rétabli dans ses droits. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que ces 3 derniers jours, on a beaucoup entendu reprocher d'ailleurs aux victimes de ne pas avoir porté plainte au pénal, comme si le pénal c'était un horizon indépassable du droit, de la lutte contre les violences sexuelles, comme si d'ailleurs c'était une voie qui était facile pour les victimes, comme si les faits. Je vous entendais dire que vous preniez des précautions linguistiques et parliez de faits présumés, parce que le juge pénal ne serait pas passé, mais on peut caractériser ces agissements-là au regard d'autres textes que le droit pénal, et avec des règles de preuve beaucoup plus faciles, par ailleurs. Ça veut dire que je suis autorisée à dire quoi ? Vous faites ce que vous voulez, mais moi, en tout cas, je considère qu'à partir du moment où on a un faisceau d'indices on a 8 témoignages consistants, qui se recoupent avec un niveau de détail, avec ce qu'on appelle des témoins indirects, parce que c'est important de balayer l'idée aussi que pour prouver les choses, il faut qu'elles aient été vues directement par des personnes. Parce que c'est évident que dans ce cas-là, on n'obtiendrait jamais aucune condamnation, nulle part, que ce soit au civil, au pénal, au social. Et donc, il faut avoir bien dans l'idée que ça se fait par un faisceau d'indices qui peut être constitué de témoignages indirects, c'est-à-dire des personnes qui ont recueilli des confidences de manière contemporaine aux faits. Et là, moi, dans ce que je viens d'entendre, j'estime, à supposer que ces personnes-là témoignent, celles qui ont recueilli les confidences, qu'il y a un faisceau d'indices qui est suffisamment consistant pour pouvoir dire que les faits sont caractérisés. Très bien. Alors, vous évoquiez les indices. Justement, ça me permet de me tourner vers mes confrères qui ont mené cette enquête.
Comment est-ce que vous avez débuté votre investigation, l'un et l'autre, sur ces agissements de Denis Baupin? En fait, on a commencé à travers plusieurs alertes. Lénaïque Bredou, pardon. Ouais, Oui. à travers plusieurs alertes. Au fil du temps, effectivement, un premier témoignage il y a déjà 1 an, après la tribune des femmes journalistes politiques, et puis sur laquelle, à l'époque, j'avais commencé à travailler, parce que j'en avais déjà parlé, effectivement, avec certains responsables d'Europe Écologie Les Verts. Donc voilà, j'étais dans un environnement qui ne m'était pas complètement inconnu. Mais à ce moment-là, voilà, pour plein de raisons, ça n'a pas abouti. Et puis, il s'est trouvé que début mars, donc Denis Baupin a posé, lors d'une campagne qui est organisée en solidarité avec les femmes, à l'occasion de la journée du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, en mettant du rouge à lèvres avec d'autres députés de l'Assemblée nationale. Et qu'à ce moment-là, cette photo a suscité, je crois que Isabelle Attard et Sandrine Rousseau pourrait en témoigner, a suscité une réaction assez épidermique, voilà, pour tous ceux et toutes celles, d'abord, évidemment, qui ont subi les agissements de Denis Baupin, qui a provoqué un post de blog, notamment sur Facebook, d'Hélène Debosc, qui a également témoigné dans l'enquête, qui est adjointe au maire du Mans, faisant allusion assez claire au comportement de Denis Baupin. Allusion que Cyril Graziani a saisi au vol, et que c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur cette enquête. Parce que moi-même, j'avais, dans un autre cadre, fait des entretiens avec des députés, et c'était au moment du remaniement. Et j'avais demandé, mais pourquoi Emmanuel Cos et pas Denis Baupin? Et le député en question m'avait répondu, avec les casseroles qu'il traîne, c'était tout à fait logique qu'il ne puisse pas être ministre. Donc ça, c'était resté dans un coin de ma tête. Et par hasard, dans un déjeuner... Donc c'est le fameux « on savait ». Voilà. Et par hasard, dans un déjeuner, la question Baupin, donc c'était début mars, la question Denis Baupin est revenue sur la table. Et les personnes en question disaient non, mais c'est quand même, il y a des faits graves, personne n'a jamais voulu enquêter. Là, on m'explique que Lénaïque, elle avait déjà commencé un petit peu, elle avait tâté le terrain. Et le soir, en rentrant chez moi, très, très basiquement, je me suis dit soit je m'émeus, soit je fais juste mon boulot et je commence l'enquête. Et le lendemain matin, donc c'était le lundi 15 mars, j'ai appelé Lénaïque en disant « Je sais que tu enquêtes, je sais que tu as enquêté sur Denis Baupin. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse une alliance et qu'on essaye de travailler dessus, qu'on voit un peu, qu'on desserre, qu'on tire les fils et voir ce qu'on peut faire pour peut mettre en commun. Essayer, voilà, pour essayer de trouver quelque chose. Que ça paraissait quand même... Il y avait quand même un faisceau de présomption qui laissait penser qu'il y avait un problème particulier avec lui. Et alors, comment vous y êtes pris? Il y a eu donc des témoignages où des femmes politiques sont venues vous confier ce qui s'était passé. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas où il a fallu convaincre, où il a fallu... Parce que on va en parler tout à l'heure, mais il faut se décider à le faire. Ça demande une certaine force, un certain courage, avec des conséquences, des implications qui font que la suite peut être compliquée, malheureusement, pour celles qui décident de parler. D'abord, elles ne sont pas venues nous voir. Nous sommes allés les voir. Je pense qu'elles peuvent elles-mêmes expliquer la difficulté que ça a été cette enquête, parce que c'était une enquête particulière à plein d'égards. D'abord, c'est un sujet qu'on traite souvent assez peu, et quand on le traite, quasiment parfois pas. assez mal. Et pourquoi assez mal? Parce que c'est des sujets qu'on connaît très mal. Et il suffit de voir les travaux de gens qui ont travaillé là-dessus, sur la couverture notamment des procès, où on est encore en train de dire que c'est parce que c'est les femmes. C'est toujours, voilà, on cherche la culpabilité des femmes. Voilà. Moi, j'ai déjà vu des papiers sur des procès où on dit, mais quand même, elle l'allumait. Enfin, voilà, c'est quand même des trucs qui existent encore, des choses qui existent encore dans la presse, qui existent encore dans les tribunaux, qu'on entend encore dans les tribunaux. Donc, c'est vraiment des sujets assez tabous, quand même, dont on parle assez peu. C'est le cas du procès du maire de Chevigny, où la victime, la plaignante en tout cas, se voit rétorquer qu'elle était allumeuse, qu'elle était habillée trop court, tout ce genre de choses. Qu'elle portait des talons trop hauts. Qu'elle s'était inscrite sur un site de rencontre à cette période-là, ce qui voulait dire qu'elle ne devait pas être très traumatisée. C'est un grand classique. Il faut quand même se rappeler, l'affaire Dominique Strauss-Kahn,
Ça remonte à 2011. À l'époque, on entend quand même, y compris dans la presse, sur des plateaux, parler de troussage de domestiques, de Jack Lang disant « il n'y a quand même pas mort d'homme ». Enfin voilà, on est quand même dans cet univers-là. Jean-François Kahn pour le troussage. Voilà. Faut quand même pas oublier ce contexte-là. Voilà, on part quand même de très très loin. Et donc, du coup, c'est une enquête difficile de ce point de vue-là. C'est une enquête très difficile pour les femmes qui témoignent, que ce soit évidemment celles à visage découvert, les 4, dont Isabelle Attard et Sandrine Rousseau, mais aussi Annie Lamère et Hélène Debost, et pour celles, y compris, qui le font à visage découvert, sous couvert d'anonymat, pardon, parce que si elles le font à couvert d'anonymat, c'est parce qu'elles ont peur des représailles, et elles ont souvent peur des représailles parce qu'elles sont en lien de travail avec les écologistes. Et dans l'enquête, il y a notamment 2 cas à l'Assemblée nationale où elles sont en lien direct de travail avec les écologistes. Et c'est le cas des 4 qui sont sous couvert d'anonymat. C'est aussi parce que c'est lié à leur travail. Ça montre quand même aussi la difficulté de témoigner. Et donc on s'y est pris tout simplement en allant voir des gens, en leur demandant si elles connaissaient d'autres cas, si on en avait déjà parlé avec d'autres. Et on a été voir ces personnes. Et voilà. Et de fil en aiguille, je ne sais pas combien de dizaines de personnes on a rencontrées. Au départ, on avait instauré ce qu'on a appelé un cercle de fiabilité. C'est-à-dire que on savait que des personnes avec qui on allait discuter n'allaient pas alerter tout de suite Denis Baupin. Oui, parce qu'on ne voulait pas qu'il sache trop tôt qu'on enquêtait sur lui. Et c'est vrai que le cercle a tenu assez longtemps, puisque lui l'a su, je ne sais pas, le 8 avril, donc vers le 4 ou 5 avril, il l'a su. Mais ça nous permettait, nous, de travailler plus tranquillement, parce qu'on savait que les personnes à qui on parlait étaient de confiance. Et donc, on réussissait petit à petit. Une personne nous disait « Oui, mais vous devriez peut-être interroger celle-ci ». Donc, on allait voir celle-ci, qui nous disait « Oui, mais alors, peut-être il y a ces deux-là ». Donc, on appelait ces deux-là. Et c'est un travail de fourmi, progressif, mais qui permet d'avancer peut-être lentement, mais au moins, on avance correctement. Et est-ce qu'il y avait, mesdames, déjà un cercle de confiance, un réseau j'entends par là, est-ce que vous vous étiez parlé entre vous? On parle de 8 femmes qui témoignent. Est-ce que déjà, ou vous avez participé à convaincre d'autres d'apporter leur témoignage? Comment ça s'est passé? Je pense que c'est important de préciser qu'on ne se connaît pas tant que ça et que surtout, on a témoigné finalement indépendamment les unes des autres. Ne sachant pas ce que les autres avaient pu vivre, ne sachant pas qui étaient ces autres, mais sachant qu'il y en a d'autres qui témoignaient et que ça nous donnait du coup la force psychologique et physique de poursuivre dans l'acte de témoigner. C'est-à-dire que je pense que je n'aurais jamais témoigné seule. C'est-à-dire que dans l'histoire, que ce soit Tristan Banon ou d'autres femmes qui ont eu à témoigner ou dans un cas de harcèlement, voire d'agression sexuelle, les conséquences pour elles ont été dramatiques. Les insultes, Lénaïque en parlait, mais elles pleuvaient. Si c'était pour entendre ce genre de choses, je pense qu'on n'a pas envie de s'en prendre plein les dents. Mais de savoir qu'on était plusieurs, ça donne le courage de le faire et ça a permis et j'espère que ça donne aussi aux autres la possibilité de parler. C'est bien ça le sujet, je pense, aujourd'hui, c'est libérer la parole de toutes, pas de 8, mais de toutes. On sait que nous savons que nous sommes extrêmement nombreuses, pas uniquement par rapport à celui que je prends la responsabilité d'appeler un prédateur et un malade qui est Denis Baupin, mais par rapport à d'autres prédateurs et à d'autres malades qui se croient en toute impunité la possibilité d'agresser et de harceler tranquillement dans notre pays. Et vous, Sandrine Rousseau? Alors, 2 choses pour revenir sur l'enquête. Moi, j'avoue, et là je parle en mon nom, mais que la période entre le 21 mars, date à laquelle je décide de témoigner, mais après un échange avec Hélène Debost, et le 9 mai, la date de publication de l'enquête, pour ce qui me concerne, cette période a été atroce. Parce que, en fait, c'était la période de l'attente. On ne savait pas combien de personnes allaient parler. On ne savait pas si elles allaient parler. On avait des échanges réguliers avec Cyril et Lénaïque, que je remercie de cet accompagnement psychologique. mais c'était très dur parce qu'à partir du moment où le témoignage était posé et où on avait passé ce cap de dire « Ok,
je me donne le courage de témoigner, c'est mis en place un système vraiment de peur qu'on se retrouve, nous, dans le trouble, avec la parole mise en doute, avec... tout, on avait très peur, je pense, de ça. Et jusqu'à la fin, on n'a pas complètement su combien de personnes allaient témoigner. Et vous aviez mis éventuellement votre témoignage en indiquant si on est plusieurs d'accord, mais sinon je le retire. Est-ce que c'était quelque chose... Non, vous avez pensé à ça ou pas? C'est pas comme ça qu'on l'a formulé, mais on s'est quand même tous dit, mais y compris vous, qu'il fallait qu'on soit plusieurs pour que ça ait du poids. Et donc, on a aussi cherché des témoignages, c'est-à-dire qu'on a cherché des gens qu'on savait. Alors, je voulais juste te dire là-dessus, justement, que moi, j'ai découvert que Hélène de Bost avait été victime au moment de la publication de cette satanée photo là, avec du rouge à lèvres, que je comprends toujours pas quel est le message qu'on a voulu passer dans cette photo, mais bon. Donc, à la publication de cette photo, j'apprends qu'Hélène était victime de Denis Baupin. Je ne le savais pas. Je savais l'histoire d'Isabelle, mais par ouï-dire. Et Annie Lameur, qui est la 4e personne qui a témoigné, j'ignorais complètement son histoire. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'enquête nous a aussi permis à nous de nous révéler. C'est pour ça, quand on parle d'omerta dans les parties, tout ça, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que nous-mêmes, nous n'étions pas au courant d'autres cas de manière directe, en tous les cas, pour ce qui me concerne. Marilyn Baldec, est-ce que les choses ont... Vous avez suivi beaucoup d'affaires. À chaque fois, il y a cette difficulté de dire, à cause des conséquences, à cause de la peur d'être remise en cause, d'être contestée. Est-ce que c'est un phénomène qui fait qu'il y a plein d'histoires qui ne sortent pas, finalement? Oui, oui, il y a plein d'histoires qui sortent pas, c'est évident. En même temps, les femmes, elles parlent. Enfin, je crois que c'est un peu... on entend beaucoup ces 3 derniers jours qu'il faut que la parole des femmes se libère, il faut qu'elles parlent, et encore mieux, il faut qu'elles portent plainte, parce que si elles ne font que parler sans porter plainte, c'est un peu douteux. Mais c'est vraiment... c'est pas du tout la perception qu'on a quand on travaille dans une association comme la VFT, où en fait, on se rend bien compte que les femmes, elles n'arrêtent pas d'en parler. Et en fait, vous l'avez dit, vous en avez parlé. Et donc, dire que... alors, elles en ont parlé... Elles n'ont pas porté plainte. Il y a bien des actes qui ont été posés et des personnes qui auraient dû réagir, y compris lorsque dans un parti politique, il n'y a pas une cellule ad hoc pour traiter ces cas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient en situation de responsabilité qui auraient dû réagir. Et ça aurait dû entraîner un certain nombre de conséquences. Mais à force de dire qu'il faut que la parole des femmes se libère et qu'elles parlent, en fait, on passe un temps considérable à détourner l'attention de qui sont les vrais responsables. C'est-à-dire que, en fait, petit à petit, les responsables, encore une fois, c'est celles qui ont tardé à parler, mesdames, celles qui n'ont pas porté plainte, toutes les autres. Et du coup, on oublie qu'au milieu de tout ça, il y a quand même un agresseur. Donc, pour revenir à votre question, en réalité... les femmes, elles parlent tout le temps à tout un tas d'acteurs dans l'entreprise. Elles parlent à leurs collègues de travail, elles parlent aux médecins du travail, elles saisissent l'inspection du travail, elles vont déposer des mains courantes, elles parlent à leurs médecins traitants. En fait, elles en parlent à la terre entière. Le problème, c'est que ces acteurs-là ne sont pas tous suffisamment ouverts à ces questions-là, voire sont complètement résistants, voire n'ont pas les moyens. Enfin, voilà, il y a tout un tas de facteurs qui se cumulent. Et au final, elles se découragent d'agir parce que les portes se ferment. En fait, c'est ça le problème. Et est-ce que finalement, cette action-là, ces témoignages-là vont éventuellement faire changer les choses, faire évoluer? C'est ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, le fait que des femmes qui ont accès aux médias, qui ont un capital social important, etc., parlent, c'est très bien, ça donne un exemple, mais je ne suis pas sûre que ça aspire, enfin, que ça entraîne d'autres femmes qui, de toute façon, parlaient déjà, si, par ailleurs... les pouvoirs publics n'organisent pas la bonne réception, le bon accueil et le bon traitement de ces plaintes. C'est-à-dire que là, franchement, il y a le problème des agresseurs, il faut qu'ils arrêtent d'agresser. Et je ne pense pas que ce soit des malades qu'il faudrait soigner, je pense que ce sont des personnes qui abusent de leur pouvoir. Et de l'autre côté, il y a la question de la responsabilité de l'État qui a à garantir la sécurité des femmes. Et quelles ont été les réactions depuis lundi, depuis que l'affaire a été divulguée? Quel genre de réactions vous avez reçues? Des messages d'encouragement, des messages, ceux qu'on redoute le plus, insultants? Non, j'ai pas, personnellement, j'ai pas reçu de messages insultants.
Les messages sont de plusieurs ordres. D'abord, effectivement, des remerciements, parce que oui, je maintiens que le fait d'ouvrir le couvercle sur ce sujet-là, qui reste un sujet tabou dans notre pays, et je le dis dans notre pays parce que ma carrière professionnelle, je l'ai commencée en Suède, où le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles ne sont absolument pas vues de la même façon qu'en France, où la parité existe depuis un siècle et où dès que vous avez un comportement de ce genre, vous avez une sanction automatique et vous n'auriez pas pu avoir ce genre de choses dans ce pays, et j'en suis convaincue. Et donc je me suis formée dans un climat qui n'était pas celui-ci. Et je pense qu'en France, ce n'est pas une... J'entends beaucoup des... Oui, mais bon, en France, c'est tout le temps comme ça. On est des grands dragueurs. C'est la tradition française. On a des séducteurs, et puis c'est normal, c'est notre façon de voir la vie. Bah, je suis désolée, je suis d'accord avec Marilyn. Il faut quand même caractériser à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a du harcèlement, il y a une agression, et il y a des définitions pour les deux. Il faut nommer le mal, clairement. Il faut nommer, il faut dire qui est l'agresseur, qui est la victime. Et il faut dire ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et je pense qu'il y a un énorme problème de banalisation. C'est-à-dire que ça fait partie des réflexions que j'ai pu avoir. Genre, mais quand même, t'offusquer pour quelques SMS, t'exagères. Ça, c'est dans les réactions ? Ça, c'est dans les réactions. Ce ne sont que des SMS. C'est des personnes qui viennent de votre famille politique, qui sont... Oui, tout à fait. Votre ancienne famille politique ? Enfin, je suis toujours au groupe écologiste, donc oui, c'est quand même une famille politique qui m'est chère et qui m'est proche. Donc oui, j'ai entendu ces phrases-là, elles font mal. Et quand elles viennent de femmes... Des hommes ou des femmes, voilà. Quand elles viennent de femmes, je pense que c'est... Enfin, pour moi, je le vis encore plus mal. Et en même temps, je commence un vrai travail sur moi psychologique pour essayer de comprendre pourquoi des femmes qui sont victimes des mêmes messages que moi peuvent nier à ce point et pour se protéger, très probablement, pour ne pas voir, et ont acté la banalisation. C'est-à-dire qu'on considère que moi, ce que je considère comme un harcèlement, elle trouve ça normal et que c'est que de la drague. Et c'est le cas des déclarations de Barbara Pompili dans la presse récemment. C'est-à-dire nous savons qu'elle en a souffert, mais qu'elle l'a dit. Et malgré tout, elle nous accuse finalement d'avoir mal compris des propos de drague. Excusez-moi, mais je sais ce que c'est que d'être draguée. Je sais ce que c'est que de recevoir un compliment et d'en donner. Eh bien, ce n'était pas ce que je recevais. Et vous, Sandrine Rousseau, les réactions depuis lundi ? Les réactions, c'est beaucoup quand même de remerciements, y compris de gens très en dehors du parti qu'on ne connaît pas et qui nous écrivent pour nous dire merci. Après, comme Isabelle, moi j'ai reçu des messages aussi en faible nombre, mais quand même. Et d'ailleurs, essentiellement des femmes. C'est étrange parce que les hommes n'osent peut-être pas. Qui disait, enfin moi celui qui m'a le plus marqué c'est et dire qu'elle s'est présentée au régional en Nord-Pas-de-Calais Picardie, Xavier Bertrand doit bien rire de voir la faiblesse de quelqu'un qui s'est présenté, qui prétendait diriger la région et qui savait pas repousser un lourdeau. Et moi je me dis c'est quand même un truc bizarre. Il y a ce soupçon-là, c'est qu'en plus peut-être que ça peut expliquer d'une certaine façon le déni de certaines femmes politiques, c'est être victime de harcèlement sexuel, c'est donc être faible et pas capable d'endosser des responsabilités politiques. C'est très intéressant ce truc, parce que entre le type qui, soi-disant, ne sait pas gérer ses hormones ni ses émotions, qui saute sur tout ce qui bouge ou qui agresse à peu près tout ce qui croise, qui a un sexe féminin, et celle qui dit les choses, qui place les choses, qui essaye de mettre dans le débat politique une question de société et qui, du coup, se prend ce message-là, je ne sais pas lequel des deux est faible, en l'occurrence. Enfin, c'est quand même incroyable que ce soit encore sur nous que retombe cette espèce d'accusation de faiblesse. Et alors ça renvoie à un deuxième sujet qui, pour moi, a été très sensible en tous les cas, c'est que moi, je me revendique féministe, je milite dans le féminisme, et j'ai été prise dans ce que j'appelle une injonction contradictoire, c'est-à-dire que d'un côté, en tant que féministe, je me devais d'être forte, d'être inattaquable, d'être d'être vraiment à la hauteur de ce qu'on attend d'une femme de pouvoir, d'une femme de... Et d'un autre côté, en tant que féministe, je devais porter plainte contre ce type. Et sauf que
à un moment donné, les deux étaient incompatibles. C'est-à-dire que soit on était forte et on paraissait forte comme ça à l'extérieur, soit on portait plainte et on était victime. Les deux étaient des actes féministes, mais ce que je veux dire, c'est que les deux étaient incompatibles. Et c'est ça aussi qui fait qu'on ne parle pas, pour nous, en tous les cas. Pour moi, ça a vraiment été ce dilemme-là de me dire, mais voilà. Et au bout d'un moment, on se dit, mais ce dilemme ne tient pas, il faut de toute façon qu'on parle et qu'on reste forte en parlant. C'est ce qui explique sans doute que vous n'avez pas témoigné tout de suite après. Je rappelle simplement qu'il y a un rapport important à préciser, c'est la prescription. Marlène Baldec, peut-être, c'est 3 ans. Hein. Il est question en ce moment de revoir, d'allonger, sans bien sûr revenir sur des faits déjà passés, sur la durée de cette prescription, de l'étendre à 6 ans. Ça aussi, c'est une arme que la société mettrait au service des femmes, encourageante. Alors, je crois que, en matière de prescription, peut-être que... Parce que dans ces deux cas, c'est prescrit. Oui, mais le débat qui pose les choses en termes d'allongement, 1 an, 2 ans de plus, 3 ans de plus, on double, de cuisine de la prescription, moi, je ne le trouve pas très intéressant. Pour moi, la question... Sauf que, pardon, mais dans le cas de Sandrine Rousseau, par exemple, les faits ont eu lieu en 2011, on est en 2016 avec une prescription de 6 ans. Je sais que ça peut sembler anecdotique, mais je rappelle quand même juste que la durée, elle n'est pas totalement idiote dans cette histoire. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, du coup, à l'association, on défend une position de principe qui est celle de l'imprescriptibilité des crimes et des délits à caractère sexuel, peut-être, pourquoi pas tous les autres, mais c'est une position de philosophie du droit, en fait, parce que, de notre point de vue, rien ne justifie que le simple fait que le temps se passe garantisse l'impunité d'un individu, quels que soient les faits qu'il a commis. Et donc, évidemment, ça aurait un avantage pour les victimes, parce qu'elles auraient tout le temps qu'elles voudraient pour porter plainte. Le fait qu'il faille porter plainte dans un délai donné, c'est une vraie idéologie qu'il faut combattre, c'est un dogme, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on devrait porter plainte immédiatement après avoir subi certains faits, 2 ans après, 10 ans après? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. On porte plainte quand on veut porter plainte, on porte plainte quand on peut porter plainte. On se sent capable de le faire, oui. Voilà, et par ailleurs, du point de vue des agresseurs, la prescription, c'est aussi un élément qui favorise le sentiment d'impunité et qui permet aux agresseurs de continuer à agresser, parce que s'ils se disent... au bout d'un certain temps, de toute façon, je l'aurais échappé belle, j'aurais bénéficié d'une espèce d'ardoise magique parce que le temps a passé. Du coup, c'est un des éléments parmi d'autres qui entraîne la perpétuation des violences. J'aimerais, juste pour finir ce premier débat, revenir avec mes confrères sur la suite de cette affaire, sur déjà les pressions qui ont dû s'exercer depuis la publication lundi de cette enquête. Lénaïque Bredou. Ce matin, on a reçu un courrier à Mediapart des avocats, de l'avocat de Denis Baupin, nous demandant, de Maître Pierrat, nous demandant de supprimer l'enquête publiée lundi matin, c'est-à-dire demandant à Mediapart de censurer son propre article. Ce qui est absolument... Alors qu'il est déjà sorti lundi. Et puis même, de toute façon, c'est juste, en termes de droit de la presse, de liberté de la presse, absolument ahurissant. Ça n'a jamais existé. Ce qui s'inscrit par ailleurs dans un peu ce qu'a été l'attitude de Denis Baupin au cours de cette enquête, parce qu'on l'a évidemment contacté à de très nombreuses reprises avec Cyril, par mail, par SMS... On a envoyé une liste de questions à ses conseils, on n'a eu aucune réponse. Et puis, au cours de l'enquête, donc le 8 avril, Mediapart a été destinataire d'un courrier, déjà de ses avocats, nous mettant en demeure, c'est-à-dire en cours de l'enquête, on n'avait rien publié, on est tout simplement en train de faire notre travail, comme sur n'importe quel autre sujet. Et donc, on a reçu un courrier adressé à Edoui Plenel en tant que directeur de la publication, nous mettant en demeure de ne rien publier, ce qui était déjà une procédure qu'on peut qualifier d'assez inhabituelle. Que nous avons reçu le 26 avril. D'accord, le 26 avril. Et ce courrier il y avait une forme de contradiction, puisqu'il nous expliquait que nous n'avions pas respecté le contradictoire, c'est-à-dire que étonnamment, vous n'avez pas essayé d'interroger
Denis Baupin. Alors que les naïcs viennent nous dire que vous aviez à plusieurs reprises. Étant donné qu'on est dans une enquête le 8 avril ou le 26 avril, dans une enquête comme celle-ci, on ne va pas aller le premier jour dire bonjour Monsieur Baupin, on va enquêter sur vous, on n'a rien pour l'instant, mais on voudrait savoir ce que vous pouvez nous dire. Donc il était évident que la contradiction allait se faire dans la dernière semaine. Et c'est vrai que ce que disait les naïcs par rapport au 8 avril, la date est importante parce qu'on a essayé de nous enfermer, et on essaie de nous enfermer depuis le début de l'enquête, depuis la parution, sur un côté règlement de compte politique des personnes qui ont témoigné, en disant oui, mais comme il a quitté le parti le 18 avril, elles sortent du bois d'un seul coup comme ça pour se venger. Sauf qu'à partir du moment où Mediapart reçoit le 8 avril un courrier mettant en demeure de cesser l'enquête, que Denis Baupin démissionne le 18 avril, nous on a coutume de dire là ces derniers jours, vous nous accusez d'enquêter parce que Denis Baupin a quitté le parti. On répondait peut-être que Denis Baupin a quitté le parti parce que nous enquêtions. C'est ça. Alors, où est-ce qu'on en est parce qu'il y a eu aussi une plainte de Denis Baupin, des avocats de Denis Baupin, pour diffamation à l'encontre... Ils ont annoncé avoir déposé une plainte, que pour l'instant on n'a pas reçue, mais ils ont annoncé avoir déposé une plainte pour diffamation. Bon, ça c'est la procédure droit de la presse, voilà, ils portent plainte en diffamation. Et surtout, il y a eu l'ouverture d'une enquête préliminaire. C'est quand même ça 24 heures après. Le moment important. Et c'est le parquet qui s'en est autosaisi. Voilà, c'est-à-dire le parquet s'autosaisit des informations publiées par Mediapart et par France Inter pour mener une enquête au fond, parce que la diffamation, ça n'a rien à voir avec le fond. Ce sera une enquête sur le fond, sur harcèlement sexuel, agression sexuelle et appel téléphonique malveillant, qui est donc menée par le parquet à Paris. Et là, il y a 3 étapes importantes. C'est-à-dire que les policiers vont faire leur travail habituel, dans le cadre d'une enquête préliminaire. C'est-à-dire qu'ils vont recueillir les témoignages, faire leur travail d'enquête, de recoupement, etc. Faire un examen juridique des faits qu'ils auront à constater. Et ensuite, tranchons sur la question de la prescription ou pas. Et ensuite, tranchons sur matière à poursuivre. Donc témoignage, voir si les faits peuvent être qualifiés d'harcèlement sexuel, agression sexuelle, et enfin prescription. Et donc, qu'est-ce que ça peut donner, cette enquête préliminaire, concrètement? À l'issue de cette enquête, c'est le scénario possible, les scénarios possibles, scénarii, comme vous voulez, possibles? Enquête préliminaire, ouverture d'une information judiciaire, une instruction, un juge, mise en examen, une condamnation. En fait, là, effectivement, le fait que, a priori, l'essentiel ou la quasi-totalité des violences qui ont été dénoncées soient prescrites n'empêche pas le parquet d'enquêter. Et moi, je trouve que c'était vraiment la moindre des choses. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit immédiatement quand j'avais été interrogée. Il faut que le parquet s'autosaisisse, que ça ne repose pas sur la seule responsabilité, encore une fois, des victimes d'actionner la machine judiciaire. Mais le parquet peut très bien faire ce qu'il avait fait suite à la plainte d'ailleurs de Tristan Banon, enquêter, dire que les faits étaient caractérisés et classés sans suite pour cause de prescription. Je vous remercie tous les 5. On va devoir s'arrêter là pour ce premier débat. Merci Sandrine Rousseau. Je peux juste dire un dernier mot. Je vous en prie. Je suis quand même extrêmement choquée que personne vraiment n'ait demandé la démission de l'Assemblée nationale de Denis Baupin, parce qu'il y a énormément, dans tous les autres pays du monde, il y aurait la moitié des femmes qui témoigneraient, les personnes seraient déjà obligées de rendre leur démission. Et là, à part quelques voix chez nous, personne ne s'est élevé pour demander sa démission en tant que député. Et sincèrement, ça en dit long aussi sur le climat d'impunité qu'il y a dans la sphère politique. Vous m'avez préparé une excellente transition. Ça sera le débat suivant, consacré vraiment à cette omerta, à ce monde politique. Est-ce que l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel est endémique? En tout cas, merci Sandrine Rousseau. Merci Isabelle Attard d'avoir été parmi nous. Merci Marilyn Baldec pour votre éclairage. Merci à mes 2 confrères, sœurs, Lénaïque Bredou et Cyril Graziani. On va marquer une petite pause sur Mediapart. Le temps... On va aller faire un petit tour à droite à gauche et on revient pour un deuxième plateau, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, consacré au monde politique. N'hésitez pas à nous suivre en ligne. Il y a le hashtag Mediapart sur Twitter. On se donne rendez-vous dans quelques secondes. Et là, on va regarder un petit extrait. Je crois que c'est Laurence Rossignol.